Bienvenue à tous pour ce podcast sur l'ingénierie en aquaculture, où l'on va explorer les méthodes traditionnelles pour l'élimination des particules de l'eau. C'est super passionnant, en effet. On parle ici de comment nettoyer l'eau avant qu'elle n'affecte la croissance et même la mortalité des poissons, n'est-ce pas? Exactement. Et sachez que dans un système d'aquaculture, on doit traiter l'eau d'entrée pour éviter un excès de particules qui pourrait perturber la qualité de vie des poissons et même leur système de traitement comme la désinfection. Oui. Et donc, d'après ce qu'on voit, il y a plusieurs méthodes pour retirer ces particules, comme les filtres mécaniques, les filtres à médias granulaires et les bassins de décantation, n'est-ce pas? Oui, absolument. Commençons par les filtres mécaniques, qui utilisent des grilles ou des écrans pour retenir les grosses particules. C'est un peu comme tendre la main pour attraper les plus gros cailloux dans un flot d'eau. D'ailleurs, il est intéressant de voir comment ces écrans sont conçus pour être auto-nettoyants, par des systèmes de vibration ou de contre-lavage. Cela évite que le cake de particules ne bloque complètement l'écran. Précisément. Si par exemple, on prend le concept de l'écran rotatif, où la grille est partiellement à la surface de l'eau pour pouvoir être lavée par contre-lavage à l'air ou à l'eau, c'est vraiment ingénieux. Mais tu ne trouves pas que ces systèmes, bien que performants pour les grandes particules, ne traitent pas toujours efficacement les particules plus fines, disons inférieures à 40 microns? Eh bien, c'est là que les autres méthodes entrent en jeu. Oui, c'est vrai. Par exemple, les filtres à médias granulaires, souvent appelés filtres à sable, utilisent une couche de sable ou de matériaux similaires pour piéger non seulement les grosses particules, mais aussi celles un peu plus fines, par des mécanismes de straining, de décantation et d'adsorption. Intéressant, et ça permet d'étendre la zone d'élimination sur toute la profondeur du filtre, contrairement à l'écran qui a tendance à n'utiliser que la surface. C'est assez innovant. Oui, c'est vraiment une utilisation intelligente de la profondeur du média de filtration. Les systèmes multimédia, par exemple, mettent en place des couches de différentes tailles pour optimiser la capture à chaque niveau. Exactement. Ce qui m'amène à la décantation par gravité ou les bassins de décantation. Là, l'idée est bien simple. Laisser le temps, pour ainsi dire, aux particules, qui sont plus denses que l'eau, de se déposer au fond d'un bassin suffisamment vaste. Oui, c'est un principe fondamental, un peu comme laisser reposer une soupe pour que les solides se déposent. Mais il faut de grandes surfaces pour que cela soit efficace, ce qui peut être un inconvénient dans certains contextes. Exact. Et puis, il y a encore les séparateurs à tourbillon ou hydrocyclone, où la force centrifuge aide à pousser les particules vers l'extérieur. C'est comme si on faisait tourner une tasse de thé pour que le thé laisse le fond se déposer, tu vois? Ah oui, c'est une excellente comparaison. C'est comme secouer une tasse de thé et observer les particules se regrouper sur les bords. Bien que, je dois dire, ces systèmes nécessitent une distribution uniforme de l'eau pour éviter que les particules s'échappent par le centre. Exactement, ce qui peut être critique en cas de variation de débit. D'ailleurs, l'interaction entre le débit, la perte de charge et la taille de maille de filtrage est primordiale pour la performance, non? Oui, c'est le cœur du design. Si le débit est trop élevé ou si la perte de charge dépasse la capacité, la purification chute, ce qui peut conduire à des débordements indésirables. Je remarque aussi que les auteurs insistent sur la nécessité de traiter l'eau doucement pour éviter de casser les particules, ce qui augmenterait leur passage à travers les filtres. C'est un point souvent négligé, tu ne crois pas? Oh, tout à fait. Il s'agit de minimiser la turbulence en amont des filtres par des canalisations à faible vitesse, peu de coudes et de soupapes, pour préserver l'intégrité des particules et optimiser leur capture par le filtre. En parlant d'intégrité, il y a également cette approche intégrée, comme dans les systèmes à double drainage ou les traitements écologiques, où la séparation primaire se fait dans le réservoir même avant d'envoyer l'eau vers le filtre final. Oui, les systèmes à double drainage exploitent la gravité en séparant l'eau riche en particules
de celle préalablement épurée. Exactement. Ainsi, on peut traiter un flux réduit avec des dispositifs plus économiques, comme un séparateur à tourbillon. Cependant, je me demande, est-ce que cette approche intégrée suffit toujours pour satisfaire les exigences environnementales, surtout quand il s'agit de nutriments dissous versus ceux attachés aux particules? C'est un bon point. Les filtres mécaniques ne peuvent pas éliminer les nutriments dissous, comme l'ammonium ou les nitrates, car ils ne sont pas associés directement aux particules. C'est pourquoi certains systèmes combinent différentes techniques, voire ajoutent des systèmes biologiques, comme les zones humides construites. Les zones humides construites, oui, c'est formidable. Elles utilisent non seulement la filtration physique du sol, mais aussi l'absorption par des plantes adaptées pour retirer les excès de nutriments. C'est une solution éco-responsable, non? Absolument. C'est vraiment un système intégré qui recycle les nutriments et complète bien les filtres mécaniques et les décanteurs. Oui, c'est ingénieux. Qu'en est-il des mesures d'efficacité, dis-tu? On parle d'efficacité de purification en pourcentage. C'est intéressant de voir qu'en pratique, on peut retirer de 30 à 80% des solides en suspension. Oui, le calcul se base sur la concentration en entrée et en sortie, et il est crucial d'atteindre des niveaux faibles de TSS pour minimiser l'impact sur l'environnement et la technologie en aval, comme le traitement par désinfection. Exactement. Pour conclure, il est fascinant de constater que chaque méthode a ses avantages et inconvénients, du simple écran mécanique au système intégré de traitement écologique. Oui, c'est un équilibre entre conception, coût, maintenance et efficacité, et tout cela dépend, du contexte particulier de chaque exploitation aquacole. En somme, l'ingénierie aquacole développe des solutions ingénieuses pour préserver la qualité de l'eau et la santé des poissons, et c'est un domaine en constante évolution. Exactement. On voit bien que chaque détail compte des caractéristiques physiques des particules aux fluctuations du débit, ce qui rend ce domaine dynamique et passionnant. Merci pour cette discussion. C'était vraiment instructif et j'espère que nos auditeurs en ressortiront avec une meilleure compréhension des défis et innovations dans la purification de l'eau en aquaculture. Merci à tous d'avoir écouté. Restez curieux et à très bientôt pour approfondir d'autres aspects de l'ingénierie aquacole.